Keu Malayati ou Malayati est la première femme, mise à part Artémis Ier de la Grèce antique, à avoir porté le titre d'amiral. Elle est née au XVIe siècle dans le sultanat d'Aceh, royaume musulman d'Indonésie. Le sultanat d'Aceh était le centre politique et religieux de la région. D'une part, il avait le contrôle du détroit de Malacca par lequel s'effectuait le commerce entre l'Extrême-Orient et le reste du monde, et d'autre part, il a permis la propagation de l'islam en Asie du Sud-Est de par son emplacement stratégique. Malayati était la fille et la petite-fille de deux grands amiraux et l'arrière-petite-fille du fondateur du sultanat. Très jeune, elle commence à s'intéresser aux affaires étatiques. Elle commence par entreprendre des études islamiques et une fois son diplôme en poche, s'inscrit à l'académie militaire où elle se forme aux forces marines et terrestres et obtient son deuxième diplôme. La région était en proie à de forts affrontements entre les armées du sultanat d'Aceh et celles des Portugais qui ont envahi le détroit de Malacca et avaient pour ambition de prendre Aceh, mais le sultanat est parvenu à les repousser. Lors de cette bataille, le mari de Malayati, qui était l'un des commandants de la marine royale, meurt comme beaucoup d'autres soldats. Malayati se promet de continuer le combat que menait son mari et demande au sultan l'autorisation de créer sa propre troupe. Elle compose alors son armée des veuves des soldats d'Aceh et se voit octroyer une base navale, une forteresse et une flotte de plusieurs navires. Le sultan la nomme amiral et elle devient de ce fait la première amirale de l'histoire moderne. Pendant de longues années, Malayati, accompagnée de son armée, protège les frontières et les routes commerciales du sultanat et contrecarre les ambitions coloniales des Portugais et des Hollandais. En 1599, le sultan d'Aceh décide de stabiliser pacifiquement les relations commerciales avec les Hollandais, mais au moment où les deux commandants hollandais sont venus s'entretenir avec le sultan, ils ont choisi un traducteur portugais, ce qui fut considéré comme un assaut. Le sultan déclare alors l'assaut et c'est à la suite d'une multitude de batailles navales que Malayati réussit à tuer le commandant et à emprisonner son frère. Elle gagne ainsi le respect des armées, du peuple et même des régions environnantes. Elle est alors nommée commandante de la garde royale du palais et ministre des Affaires étrangères du sultanat. Ainsi, elle négocie aussi des traités commerciaux. En 1600, l'Angleterre entre dans le détroit de Malacca et la reine Élisabeth Ier demande personnellement à discuter directement avec Malayati, qu'elle tenait en très haute estime. Les deux femmes négocient un accord commercial pacifique. Quelques années plus tard, Malayati, que l'on a surnommée la terreur du golfe de Bengale, meurt lors d'un nouvel affront contre les Portugais au sein du détroit de Malacca. Aujourd'hui, à Sumatra, son nom est célébré dans les hôpitaux, les universités, les routes et les villes. Nous sommes dans une période très particulière dans l'histoire de l'Espagne, celle de l'Espagne musulmane El-Andalus. Il s'agit d'une occupation qui aura duré 8 siècles, de 711 à 1492, et qui aura laissé à l'Espagne puis à l'Europe des trésors inestimables dans la culture et dans le savoir. Au début du XIe siècle, à Cordoue est née Waleda bint al-Mustakfi, une célèbre poétesse andalouse et princesse omeyyade, fille de l'un des derniers califes omeyyades de Cordoue, Mohamed Ali Mustakfi ou Mohamed III, et de Sakra, une esclave d'origine grecque. Cette période était caractérisée par l'érudition et la tolérance, coexistence pacifique entre les trois religions monothéistes, mais aussi un certain progrès de la condition féminine. Sur ce dernier point, l'histoire nous informe que certaines femmes ont pu accéder à un très bon niveau d'éducation et que parmi elles, certaines ont transgressé les règles de soumission aux hommes. C'est ainsi qu'à cette époque, beaucoup de femmes ont réussi dans différents domaines, jusqu'ici réservés exclusivement aux hommes. Waleda bint al-Mustakfi est une figure emblématique qui aura rompu avec la tradition de soumission des femmes musulmanes, mais aussi du Moyen-Âge en général. Elle bénéficiera d'une éducation de grande qualité et empreinte de beaucoup de liberté. Très vite, elle révèle ses dons de poétesse et elle gagne le titre de Ediba, femme de lettres. Elle sera considérée comme la plus célèbre poétesse de l'Andalousie et entretient l'organisation de ses salons littéraires Mejlis el-Edeb, lieu de rencontre de grands poètes, philosophes et musiciens. La poétesse émancipée passe outre les codes traditionnels et abandonne le voile. Elle porte en public les habits transparents des femmes du harem de Bagdad et elle aurait fait broder sur la manche droite de ses robes « Par Allah, je suis qualifiée pour les hautes positions et j'avance fièrement dans mon chemin. Et sur la manche gauche, je permets à mon amant de caresser ma joue et j'offre mon baiser à celui qui le désire. » Son salon littéraire était mixte, contrairement aux autres salons qui séparaient les hommes des femmes par un hijab. Il est devenu aussi une école où on enseigne aux femmes de toutes les classes sociales, y compris les esclaves, la poésie et l'art de vivre. Ses poèmes reflétaient sa personnalité, sensible, libre, audacieuse et provocante, ce qui contrastait fortement avec le statut des femmes médiévales. Indépendante financièrement, elle ne se mariera jamais et avait plusieurs amants.
Mais de toutes ces expériences amoureuses, l'histoire a surtout retenu celle qu'elle a eue avec le poète Ibn Zaydoun. Ils se sont rencontrés dans un concours de poésie et se sont aimés passionnément par la suite. Ils ont produit plusieurs poèmes ensemble qui ont contribué à enrichir la littérature arabe. À Cordoue, on peut admirer une très belle sculpture des mains de Walada et d'Ibn Zaydoun qui immortalise leur amour. Il reste très peu de textes de ces poèmes qui ont défrayé la chronique d'un Cordoue du XIe siècle. Seules quelques lignes nous sont parvenues au même titre que pour les autres poétesses des siècles passés. La posture sexiste formait un barrage devant elle à travers les siècles. Walada bint al-Mustakfi aurait vécu 100 ans et serait morte le jour de l'entrée des Almoravides à Cordoue en 1091. Nous sommes dans le Nigeria du XVIIIe siècle. Nana Esme est née dans un petit village du nord-ouest du pays en 1793 et est devenue plus tard princesse, poétesse, enseignante, savante et diplomate. Elle bénéficiera d'une éducation islamique et, poussée par sa famille, s'attachera à l'apprentissage de plusieurs langues. Elle devient polyglotte et parle parfaitement l'arabe, le peul, le haoussa, une langue parlée en Afrique de l'Ouest, et le touareg. Ses connaissances furent d'un grand avantage en ce qu'elle a pu approfondir l'étude des textes religieux, du droit et du mysticisme. Elle poursuivra sa formation au sein de la confrérie soufie Qadiriya créée au XIe siècle et y développera son cheminement spirituel et se passionnera également de poésie. Nana Esme a très vite compris que le savoir était la clé essentielle à une vie éclairée. Elle se formera toute sa vie et s'attachera à partager ses connaissances à sa communauté, notamment féminine. Au cours de sa vie, elle rédigera une 60aine d'ouvrages à visée pédagogique et aux sujets très variés, allant de l'histoire au droit, de la théologie à la politique. Grâce à ses travaux, qui sont encore d'usage à notre époque, elle nous fournit des clés essentielles à la connaissance de son époque et à la compréhension de la condition féminine qui était établie, et qu'elle s'acharnera toute sa vie à en bouleverser les codes. Nana Esme s'est battue pour améliorer les droits des femmes. Elle voyagera dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans les villes et villages, pour partager ses savoirs et prôner l'égalité des sexes. Elle y formera des milliers de femmes et hommes musulmans. Et afin d'atteindre encore plus de personnes, elle créera les Jaji, un groupe de femmes qui sera destiné à enseigner, notamment à travers la conception de manuels pédagogiques. C'est ainsi que la communauté des Yantaru vit le jour et qui signifie rassemblement entre femmes. Les Yantaru ont parcouru le califat pour éduquer les femmes et les libérer du joug patriarcal qui les reléguait hors de la sphère du savoir. Et c'est en se basant sur les textes religieux que Nana Asma'u a soutenu sa cause. Son combat s'inscrivait dans la mouvance du djihad de Sokota, un mouvement culturel et religieux porté par son père qui remarqua à l'évidence les grandes capacités de sa fille qu'il nomma conseillère. Nana Asma s'est révélée être une fine stratège et diplomate. Elle remplira avec prouesse ses fonctions pendant le califat de son frère et influencera les décisions des gouverneurs et fera fructifier les débats entre les intellectuels de l'époque. À la fin de sa vie, désirant perpétuer ce travail émancipateur de la condition féminine qu'elle mènera toute sa vie, elle formera ses sœurs Fatima et Maryam qui reprendront le flambeau et qui s'assureront que les principes d'égalité soient bien respectés par les califes. Nana Asma'u est perçue comme une figure éminente du féminisme, notamment du féminisme islamique. Elle sera considérée par beaucoup comme la précurseuse du féminisme moderne en Afrique. Il s'agit d'une femme qui aura occupé un rôle stratégique central en Égypte musulmane, au même titre que Cléopâtre en Égypte pharaonique. Après elle, Shajara ad-Dawla a été la première femme à accéder au trône d'Égypte. On ne dispose que très peu d'informations sur elle, sur sa jeunesse. Sa naissance se situerait aux alentours de 1220 et elle aurait été d'origine turque ou arménienne. En 1235, elle intègre en tant qu'esclave le harem du prince As-Salih Ayoub qui était exilé à la forteresse de Kaya. C'est ce dernier qui l'a surnommé Shajar ad-Dur, arbre des pierres précieuses. Suite à la mort du sultan El-Kamil en 1238, As-Salih Ayoub se rendra au Caire pour succéder à son père. Très amoureux de Shajar, elle quittera avec lui la forteresse pour le Caire et se marieront. Après 10 ans de règne et suite à une grave maladie, le sultan Ayoub meurt. Sa mort coïncida avec le lancement de la 7e croisade par le roi français Louis IX. Dans ce contexte difficile, Shajar ad-Dur a décidé de ne pas annoncer la mort du sultan avec l'accord du commandant en chef de l'armée. Elle s'engagea dans la préparation de la guerre et entre autres, elle acheta 1000 jeunes esclaves turcs et veilla à leur instruction militaire. L'histoire retient d'elle comme étant une grande stratège et très intelligente. Elle gagna toutes ses premières batailles et tiendra Louis IX en otage. Elle le troqua contre la somme astronomique en son temps de 400 000 livres, soit 30% du revenu annuel de la France de l'époque. En quelques mois de prise de pouvoir, Shajar ad-Dur a géré le royaume dans le secret absolu et grâce à sa stratégie militaire, elle mit fin à la 7e croisade. Ayant tissé des relations solides au sein de l'armée, elle annonce la mort du sultan et désigne leur fils Turan Shah comme successeur légitime.
Suite à une défaite face aux croisés, l'armée des Mamelouks, qui étaient des esclaves affranchis au service de différents souverains musulmans, juge Touran Shah incapable d'assumer la fonction suprême. Les Mamelouks le tuent et intronisent sa mère, Shajar ad-Dour, pour régner sur l'empire. Ainsi, le sermon du vendredi dans les mosquées était dit en son nom, ainsi que la monnaie frappée en son nom, événement extrêmement rare dans l'histoire musulmane. Mais les mentalités n'étaient pas prêtes à accepter une femme à la tête de l'empire, que ce soit au niveau d'une partie de la société égyptienne ou de la part du calife abbasside al-Mustassim, qui ordonna aux émirs mamelouks de désigner un homme parmi eux pour assurer cette charge. Pour mettre fin à ces problèmes, Shajar ad-Dour décida d'épouser un mamelouk, Aybek, ancien comptable du sultan Salih Ayoub. Ainsi, il devient sultan, mais le réel pouvoir demeura entre les mains de Shajar ad-Dour pour plusieurs années. Voulant affaiblir son épouse, Aybek conclut un deuxième mariage. Hors d'elle, Shajar organisa le meurtre de son mari. Elle fut démasquée et au cours d'un soulèvement, frappée à mort par les esclaves du harem le 28 avril 1257. Shajar ad-Dour a eu une influence très forte dans la fondation de la dynastie des Mamelouks qui ont affronté avec succès les invasions mongoles, les croisades et ce jusqu'à l'arrivée des Ottomans. Le corps de Shajar ad-Dour reposerait actuellement dans un mausolée au Caire à son nom qu'elle aurait construite elle-même. Sitt el-Moulk, qui veut dire la dame du règne, est la fille du prince fatimide Nizar qui deviendra le calife El-Aziz et la fille d'une esclave chrétienne surnommée As-Sayyida El-Azizia. Sitt el-Moulk est née dans une petite ville El-Mansouriya à côté de Kérouan en 970. Ses parents quittent la Tunisie en 973 pour s'installer au Caire, capitale de l'empire fatimide. En 975, son père devint calife et lui construit un palais somptueux au bord de mer où elle passa une enfance heureuse. 10 ans plus tard est né son demi-frère El-Mansour, avec lequel elle a eu des relations tendues et qui se sont détériorées encore plus après la mort de sa mère en 995. Sitt el-Moulk était une femme très instruite et dotée d'une grande intelligence. Elle était adulée par son père qui fit d'elle l'une de ses conseillers dans les affaires politiques, contrairement à la tradition fatimide qui éloignait les princesses du champ du pouvoir. Les princesses ne pouvaient pas se marier pour éviter d'enfanter des prétendants au trône, elles étaient grassement rétribuées en biens et argent, elles s'engageaient dans des actions caritatives et à leur mort, leur fortune était récupérée par le trésor de l'Empire. Sitt el-Moulk était fortement appréciée au sein de la cour. Elle a joué un grand rôle dans la politique d'ouverture et de tolérance menée par son père à l'égard des non-musulmans, juifs et chrétiens. Son père mourut en 996. Son demi-frère El-Mansour fut proclamé calife sous le nom officiel d'El-Hakim avec la bénédiction des membres influents de la cour. Elle n'a disposé du pouvoir effectif qu'en l'an 1000. Le règne d'Al-Hakim a connu beaucoup de dérives et d'excès. Il décréta des restrictions à l'égard des communautés juives et chrétiennes, il a détruit leurs lieux de culte et en 1009 donna l'ordre de détruire l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Face au conflit permanent avec son demi-frère, Sitt el-Moulk quitte le palais royal. En 1021, le calife El-Hakim fut déclaré mort suite à sa disparition après 40 jours. Son fils Ez-Zahir, âgé de 16 ans, fut intronisé calife, et ce grâce aux stratagèmes de Sitt el-Moulk qui ont permis de piéger et d'emprisonner l'héritier désigné d'El-Hakim. Az-Zahir était très proche de sa tante Sitt el-Moulk qui l'a éduqué. Il a fui la violence de son père et a trouvé refuge dans l'affection et la tendresse de sa tante. Le nouveau calife choisit de la nommer régente. Elle s'est mise alors au travail et s'est acharnée à déconstruire la politique de son demi-frère. Elle rétablit la liberté du culte, facilitera la reconstruction des églises et autorisera les femmes à sortir de chez elles. Elle permettra aussi à tous ceux qui se sont convertis à l'islam de force de retourner à leur religion d'origine. Pour rétablir les finances de l'État, Sitt el-Moulk abroge le système de concessions fiscales et autres privilèges octroyés par El-Hakim et remet en place les taxes, notamment sur les transactions commerciales. Sur le plan de la politique extérieure, elle a joué un rôle majeur dans l'apaisement des relations entre l'Empire fatimide et son vis-à-vis byzantin. Pour l'ensemble de ses œuvres, elle a acquis l'estime et le respect des populations. Mais sa régence n'a duré que 2 années. Elle mourut le 5 février 1023 à l'âge de 52 ans, laissant le jeune calife entre les mains de son administration. On arrive à la fin de notre sélection des 10 portraits de femmes qui auront marqué le monde musulman. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive, on aurait pu citer également Razia Sultan, Zainab bint Ahmed, Waraka, Khawla ou encore Harun Sultan et tant d'autres qui auront influencé le cours de l'histoire par leur audace, leur courage, leur leadership et leur ténacité au sein de sociétés patriarcales.